Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo édifiante. C'est un vieux reportage, donc vous allez bien sûr me pardonner la qualité de l'image, mais c'est un reportage tout simplement incroyable parce qu'il est passé bien sûr sur une télévision mainstream chez Frédéric Taddy, et je remercie l'excellente chaîne YouTube qui est remplie d'archives d'Alexandre Le Breton, et je peux que vous inviter bien sûr à aller voir les reportages qu'il a gardés sur sa chaîne YouTube. Mais juste avant, je voulais vous remercier, c'est une chose que je ne fais pas assez souvent pour votre soutien. Il faut savoir que une vidéo sur la chaîne principale a été classée 70e vidéo la plus boostée en France, et ça, c'est grâce à vous. Et le plus drôle, c'est qu'une autre vidéo, mais cette fois-ci sur la chaîne secondaire, a également été 70e vidéo la plus boostée en France. Donc deux vidéos différentes sur deux chaînes différentes. Ça, c'est grâce à votre soutien. Je vois aussi très bien l'augmentation, bien sûr, des chiffres, que ce soit les commentaires, les partages, les likes. J'essaye bien sûr, comme d'habitude, de répondre à tout le monde. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci aussi pour les dons. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des dons sur Tipeee notamment. Et ça, c'est une aide, mais vous ne pouvez pas savoir comme cette aide est précieuse. Sur YouTube, vous pouvez évidemment très bien gagner votre vie, mais pour cela, il faut faire au minimum 50, 100 000 et beaucoup plus de 100 000 vues. Et aujourd'hui, avec le Shadowban, bien sûr que je prends, notamment par rapport au sujet que je traite sur la chaîne, eh bien vos dons sont une aide qui va m'être précieuse chaque mois, bien sûr, pour pouvoir continuer mon travail. Donc voilà, je voulais faire un petit point pour vous remercier. C'est un point que je ferai dans les 3 vidéos, bien sûr, de la journée, parce que certains ne verront pas les 3 vidéos et une seule, et je veux vraiment que tout le monde sache et entende que je vous remercie du fond du cœur. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le commentaire, le partage, le boost, mais ça, je sais que vous le faites, et donc merci encore. Je vous laisse écouter l'extrait et on en parle juste après. J'ai commencé à m'intéresser à l'affaire du trou parce que j'ai vu ce mec se développer en Belgique, mais aussi en France. L'idée que cette affaire ne pouvait pas être liée à l'incompétence des autorités et qu'elle était sûrement liée à un complot des élites pédophiles qui avaient couvert ou organisé les crimes. J'ai vu par exemple certaines croyance, enfin, un certain crédit, accordé à une personne qui a été écartée par les autorités judiciaires, celle qu'on a appelée le témoin X1, qui s'appelait Reginald Ouf, qui a fait des livres où il expliquait que dans les grands parcs, les élites poursuivaient avec des flèches les enfants qui avaient été enlevés. J'ai vu les cassettes aussi. J'ai vu les cassettes, il y avait le roi des Belges. Il y avait Audouin, un imaginaire qui a explosé et qui ressemblait beaucoup aux anciennes affaires de sorcellerie. Et je pense que là, je ne vais pas être très populaire dans cet homme. Je ne vais pas être très populaire dans cet homme auditoire, mais je vais dire que je pense qu'on peut peut-être revenir un peu dans qu'est-ce qui fait un serial killer comme ça. C'est peut-être aussi le sentiment d'impunité qu'il a quand, après avoir été arrêté 2 ou 3 fois, dans le cas de Fourniret, avoir été condamné à 5 ans, puis libéré au bout de 3 ans de prison et effacé du casier judiciaire, avec une correspondance qui n'est pas surveillée, épouser une femme avec laquelle il a fait un pacte diabolique. Évidemment, c'est facile, on le sait après. Mais voilà. Et puis, 3 ans après, il est arrêté, il est traité comme un primo-délinquant. Comment ne pas avoir un sentiment de... Je pense que ça a dû jouer, voilà, dans la construction d'une idée. Vous parliez de défi à la loi, mais la loi, elle ne sait pas. Bon, moi, je ne suis pas pour mettre tout le monde en prison parce qu'il pourrait être dangereux, mais je pense quand même que si on appliquait simplement les règlements qu'on a faits, si on ne mettait pas de la bonne conduite à tout le monde, en prison, il était parfait, ce serait peut-être plus réaliste. Et on aurait peut-être moins de... Si vous voulez, à ce moment-là, on aurait peut-être moins la possibilité que la démagogie se fasse jour. Il faut éviter de tomber dans les fantasmes des Je parle peines. pas de fantasme. Mais si, moi j'en parle. Des peines qui durent une éternité, des peines qui sont appliquées jusqu'au bout. Il condamne à 5 ans, il sort au bout de 3 ans. Non, pourquoi? Non. C'est des la même peines chose qui avec sont les appliquées trous. jusqu'au bout parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on va régler tous les problèmes. Mais si vous allez dans une prison, si vous êtes gardien de prison, si vous vivez réellement ce qu'est la détention,
vous sauriez qu'on ne peut pas garder les gens jusqu'au bout de leur peine parce que c'est la négation de la peine. Une peine, c'est quelque chose, je suis désolé d'en parler comme ça, mais c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose qui accompagne la personne qui est en prison. Donc si vous ne donnez aucun espoir à la personne qui est détenue, vous transformez ces gens-là en désespérés. Et si vous ne donnez même aucun espoir, même là aussi, si je dois être impopulaire, ça m'est égal, si vous transformez des gens qui sont condamnés à perpétuité en des gens qui seront effectivement détenus jusqu'au bout de leur vie, vous les transformez en fauves et vous transformez les prisons en bombes. Voilà. Alors si c'est ce que vous voulez... Non, mais moi, excusez-moi, monsieur Mégrand, je parle, ces peines auxquelles Dutroux, dans son premier procès, était condamné, ou Fourniret dans son premier round avec la justice, qui était d'ailleurs un second, elles n'étaient pas si énormes que ça. Écoutez, madame, c'est une cour d'assises qui a condamné Fourniret en 1987 à 7 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, avec une mise à l'épreuve après. C'est un jury populaire qui l'a fait. Et c'est un jury populaire d'ailleurs qui a même dit qu'il n'y avait pas viol, mais qu'il y avait simplement agression sexuelle. Et c'est un jury populaire d'ailleurs qui a même dit qu'il n'y avait pas viol, mais qu'il y avait simplement agression sexuelle. On peut regretter tout ça, mais il est sorti 4 mois après. Ce jugement, si. Il est sorti 4 mois après. Ce jugement, si. Si, il est sorti à l'autre. Il avait fait une détention avant. Il est resté 4 ans en détention depuis... On peut peut-être poser, c'est que on ne peut pas savoir. Casier judiciaire, pas d'histoire. La dangerosité, c'est un problème à évaluer, mais on ne peut pas savoir d'avance que tel criminel qui a commis tel acte va ensuite forcément récidiver et commettre bien pire. Donc on ne peut pas. J'ai l'impression que le fichier des incidents bancaires d'une personne est tenu avec plus de soin que le fichier des mêlés avec la justice. Le fichier des incidents bancaires d'une personne est tenu avec plus de soin que le fichier des mêlés avec la justice. C'est ça que je veux dire. Parce que l'histoire des disparus de Lyon, qui est une histoire emblématique des faillites non seulement de la justice, mais de la police, de la gendarmerie, ce qui revient au même. Bon, dans le cas des disparus de Lyon, ce qui est effrayant, enfin moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que les victimes étaient des déficientes mentales dépendant de la DAS. Donc ça n'intéressait personne. Bon, le gendarme Jambert, qui a fini par se suicider, comme chacun sait, deux balles dans la tête tirées de 2 angles différents, et on a retrouvé sa carabine à 1 mètre de lui, ça n'a pas empêché les experts de conclure au suicide. Bon, dès 1988, et même je crois encore auparavant, Jambert avait identifié Émile Louis. Mais comme ces victimes, qui étaient des pauvres filles, sans famille pour la plupart, qui dépendaient de la DAS, ça n'intéressait strictement personne. Et on a mis 10 ans avant d'arrêter, un peu par hasard d'ailleurs, parce qu'il avait commis d'autres sévices sexuels. Et Jambert, on l'a littéralement massacré, d'abord moralement et professionnellement, et ensuite on l'a probablement assassiné, puisque les dernières expertises prouvent que c'est un assassinat. Si on prend l'affaire de Toulouse, on se trouve sensiblement dans le même cas de figure. Bon, ok, il y a un monstre qui est en prison, mais les victimes étaient effectivement des gens pas intéressants pour la morale générale. Mais à partir du moment où elles ne sont pas intéressantes, où c'est des putes, des travelots, des gens qui n'intéressent pas grand monde, tout ce qu'elles disent devient une accumulation de mensonges et de déni. Or, c'est pas complètement ça, la vérité. Et on a vu effectivement un certain nombre de notables s'en sortir admirablement, puisqu'on a même consacré des films à grands frais pour expliquer qu'ils étaient pour rien dans toute cette histoire. Encore une fois, je m'excuse bien sûr pour la qualité vidéo et la qualité sonore, mais c'est pour éviter notamment les droits d'auteur, j'imagine, que Alexandre Le Breton l'a diffusé
ainsi. Mais il était important de vous diffuser ça parce que c'est évidemment une vieille émission, un vieux débat. On imagine qu'aujourd'hui, il serait impossible d'avoir ce débat sur une télévision mainstream. Et déjà, à l'époque, on nous dit, et notamment à la fin, vous l'avez sûrement entendu, des notables, bien sûr, figuraient sur la liste des clients, si on peut appeler ça bien sûr, des clients. Et encore une fois, ces notables n'ont jamais été inquiétés. D'ailleurs, c'est une chose qu'on remarque dans toutes les affaires. Je vais prendre par exemple une affaire très connue chez nous en France, c'est l'affaire Fourniret. On sait que Fourniret aujourd'hui, et d'ailleurs c'est son fils qui l'a révélé, on sait qu'il obéissait à un maître d'une grande loge franc-maçonne. On sait que Fourniret fournissait en jeunes filles un réseau pédocriminel et que finalement les jeunes filles pour lesquelles il s'est fait arrêter, c'était entre guillemets sa consommation personnelle. Désolé, les mots sont atroces, mais il faut bien y mettre des mots quand même. Malgré cela, la justice n'a jamais voulu enquêter par ce biais-là, alors que nous avons aujourd'hui une lettre signée de la main de Fourniret où il écrit noir sur blanc, c'est une lettre destinée à son fils, qui l'obéissait bien sûr à un maître d'une grande loge. Et pour tous ceux qui ont évoqué cette affaire à l'époque et qui avaient demandé à la justice d'enquêter, ils ont été traités de complotisme. Et ça, vous connaissez la musique, nous avons l'habitude d'être traités de complotistes. Aujourd'hui, ces affaires-là, elles sont traitées essentiellement sur Internet. Moi, je m'efforce bien sûr d'être le plus complet, non seulement sur l'affaire Jeffrey Epstein, mais de ressortir, comme vous l'avez vu, toutes les archives, tous les témoignages, toutes les histoires, parce qu'à mon sens, et je me répète, elles sont liées, toutes entre elles. J'avais fait une vidéo hier pour vous montrer déjà des premiers éléments, et j'en ai d'autres, sur la liaison entre l'affaire Brigitte Macron et l'affaire Jeffrey Epstein. On a appris aujourd'hui, avec un nouveau document qu'on a pu trouver, que Marlène Schiappa, souvenez-vous, elle qui était ministre pour la défense des femmes, eh bien elle est citée dans un document qui a été déclassifié. Pourquoi ? Parce qu'elle a couvert et pris la défense de Jeffrey Epstein. Marlène Schiappa, pour ceux qui ne le savent pas, non seulement ce fut une ministre macroniste, mais c'est l'une des protégées et très bonne amie de Brigitte Macron. Et je pense que nous allons vers de grandes surprises dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'ai besoin de votre soutien. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.